Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une très belle interview. Je suis ravie de pouvoir finalement te rencontrer et faire cette interview, Marc. Bravo pour ce film en quête de sens. Waouh, waouh, waouh. Il y a eu du boulot, hein? Il y a eu du boulot, hein. Quand on est parti, on pensait que ça prenait 6 mois et pas 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ah, on n'a pas fait que ça, mais c'est vrai qu'on a pris, ouais. Ben voilà, c'est ça. C'est un vrai. Il fallait voyager dans tous ces pays. C'est un magnifique film, mes délicieux co-créateurs, qui doit être vu et partagé. Raconte-nous un petit peu en 2 mots le contexte du film ou ce que tu as voulu faire et créer, parce que c'est venu après en fait. Je suppose qu'au fur et à mesure de ces voyages, tu as compris un petit peu plus avec ton ami d'enfance ce qui se passait. Mais en fait, ça a pris du temps parce qu'on n'était pas des professionnels. Et il y a quelqu'un, j'ai un ami là qui disait la dernière fois, c'est le Titanic a été créé par des professionnels et l'Arche de Noé par des amateurs. Donc voilà, c'est l'issue, C'est bon, ça ça veut rien dire. Non, donc du coup, c'était plus long. Alors le pitch, on va faire un petit pitch comme ça. Du coup, donc moi avant, je travaillais à New York pour une multinationale et j'ai mon ami d'enfance qui vient, voilà, on s'est pas vu depuis très longtemps et il me fait mettre il met un petit doute sur voilà, qu'est-ce que tu fais, à quoi tu contribues, et lui il travaille dans la gestion collective de l'eau, voilà, et donc du coup il me laisse quelques documentaires que j'ai pas prévu de regarder sur la marchandisation du monde, ce qui se passe chez Monsanto, sur tout ce qu'on mange, les produits, enfin ce qu'on achète, les vêtements qu'on porte, la multinationale, bon, il y a plein de choses qui viennent un peu titiller mon référentiel. Et puis voilà. Enfin, d'abord, je les laisse de côté. Je lui dis oui, bon, c'est intéressant, mais bon, faut quand même travailler. T'es busy à New York à faire tes autres trucs. Ah oui, moi, je kiffais. En plus, je kiffais. Je veux dire, je renie pas le passé. New York, t'es un Français à New York, ça fonctionne bien. J'étais payé des fois pour aller dans des restos, des boîtes, des hôtels pour que la marque soit vue. Donc, j'étais content. J'étais heureux, je kiffais. Et bon, j'étais pas non plus le loup de Wall Street, j'avais compris quelques trucs, mais en New York, c'est magique, il se passe un truc, tu es dans une énergie, il y a de l'interculturel qui est là, des gens très intéressants que tu rencontres. Tu étais quand même pris dans une spirale matérielle, on va dire. J'étais pris, oui, on peut le dire un petit peu. Il n'y avait pas que ça, mais bon, voilà, si quand même. New York, bon, c'est un shopping mall, c'est un joie de vivre géant, voilà. Bon, j'allais faire du surf quand même de temps en temps, il y a le petit rapport à la nature qui était quand même là. Oui. J'avais vécu un peu en Bolivie, j'ai fait un stage 6 mois en Bolivie, donc j'avais quand même ce rapport pour les Boliviens, il y a la Pachamama, genre on donne un petit peu à la terre de temps en temps. J'avais eu parents aussi, t'as grandi dans une famille qui... Voilà, j'ai des parents qui sont éducateurs spécialisés, donc voilà, c'était pas non plus, il y avait une ouverture, mais à un moment il faut travailler, donc on se dit on a fait une école de commerce, il faut rapporter des sous, donc on y va et on réfléchit après le sens, on s'y intéresse un peu après. Et à un moment, boum, moi ça m'a rattrapé, j'ai eu cet accident, enfin qui est pas très grave, mais c'est que tout con, si je marche sur un ballon, je me rattrape sur le mur et là je me fissure le pied en triple fracture, un truc qui arrive pas. J'ai sauté des falaises en surf, en snowboard, il m'est rien arrivé, et là boum, l'accident con, donc je reste au lit, je regarde les documentaires, je dis oui, il y a un problème, j'en fais un peu partie, qu'est-ce qu'on peut faire, je sais pas ce que je peux y faire. Ok, combien de temps au lit là? 2 mois et demi, mais il y a beaucoup, ça permet de voir beaucoup de documentaires, surtout avec internet, YouTube, tu regardes tout, ça s'enchaîne, donc voilà, je me suis pris une bonne dose d'anxiogénité, ça n'existe pas ce mot, mais c'est pas grave, c'était assez anxiogène, et du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, donc après là, le film on accélère un peu, mais voilà, il y a une réflexion, la schizophrénie qui vient, et puis à un moment qu'est-ce qu'on fait, à quoi on participe, et l'envie de dire, quand moi je parlais de ces documentaires à mes potes, ils voulaient pas les voir, et de dire il faudrait en faire un autre en fait. J'en avais vu quelques-uns et on s'était dit que Nathanaël, il faudrait peut-être inventer une autre forme. Lui, il partait en Inde à ce moment-là, après, pour présenter le sien. Il présentait un documentaire sur l'eau, la gestion de l'eau. Lui, il était géographe à la base, donc il avait une petite formation vidéo, mais pas non plus les Louis Lumière. Donc on est vraiment parti comme ça. Après, il a beaucoup de talent, hein. Nathanaël, si tu nous regardes, je voulais pas te vexer. Mais voilà, lui... Tu as du talent, je confirme. D'accord, il a fait des trucs super, mais en partant, je ne savais pas ce qu'il avait fait. Et on a su l'intuition de se dire, attends, il faut faire ce film-là, vas-y, on y va, il faut montrer ce qui est positif dans le monde et pas juste ce côté négatif, anxiogène qui fait qu'on ne peut pas agir. La peur, ça ne donne pas envie d'agir. Donc on avait cette colère et cette peur, et tout le voyage, c'est comment est-ce qu'on transmute ça vers quelque chose de plus lumineux, en fait. L'Inde, c'est quand même, vous avez démarré par un sacré pays, parce que c'est pas un des moindres. Je veux dire, le Mexique, c'est beaucoup plus doux pour commencer. Moi qui ai aussi traversé comme ça pas mal de pays, je dois dire que l'Inde, pour l'instant, j'ai pas encore accès. L'Inde, première interview, Vandana Shiva, le premier ministre du Tibet, je veux dire, moi j'étais Raphaël Mesrahi, j'arrive avec ma petite caméra, mon micro, je sais pas faire le truc, et je pose, oui, alors le sens de la vie c'est quoi, ça fait quoi d'être réveillé quand on est premier ministre du Tibet? Bon, il y avait des trucs, c'était presque un peu gag, hein. Puis au fur et à mesure on s'est rodé, on a appris à cadrer un peu mieux, on s'est posé avant les interviews, on les a écrites, parce que souvent on lisait pas les livres des gens qu'on allait rencontrer, on savait pas qui c'était, mais c'était de la rencontre, en fait, c'est ça qui est spontané et qui marche, c'est genre, on est jeune, on est un peu, on trouve pas notre place,
c'est quoi pour vous les clés pour être plus heureux, pour participer, pour contribuer à un monde plus beau. Et là, on voit qu'il y a une sagesse qui est universelle et qu'on soit en Inde, au Guatemala, aux États-Unis, il y a une forme d'unité quelque part sur le bon, le beau, le juste qui transcende les cultures. La manière dont le film est construit, est-ce que c'est de la même manière que vous avez rencontré les problèmes ou après vous avez, ou les solutions plutôt je devrais dire, ou ça s'est passé? Parce que tu commences sur l'agriculture, hein, on voit Pierre Rabhi, on voit... On a quasiment gardé la même structure, à part 2-3 petits trucs. Ce qui était compliqué, c'est de faire un film, parce qu'on aborde des thèmes qui vont de l'agriculture à justement... Enfin, nous, au départ, c'était sur les solutions, et puis à un moment, on s'est pris la dimension spirituelle des choses, en fait, de dire, à un moment, c'est parce qu'on a tout transformé en machine, en produit, on a sorti le sacré, en fait, de la nature. Vous avez tout, avec Descartes, le réductionnisme a séparé aussi les choses, alors que pour eux, la nature, c'est un tout interdépendant, interconnecté, et qu'il y a une essence divine dans la vie, en fait, qu'on appelle comme on veut, mais il y a quelque chose de sacré. Et que le moment où on a désacralisé ça avec la société industrielle, derrière, en fait, on a perdu de vue ça et on a commencé à ouvrir la porte à la destruction massive. Et plus la technologie est venue sans cette conscience-là, plus les dégâts sont importants, en fait. Donc ça, c'est le point de départ. Et donc, ça m'a fait plaisir de voir Satish Kumar hein, dans le film. C'est le meilleur Satish Kumar. Mais lui, prévu ça dès le début qu'il C'est ça qu'on veut dire, en fait. C'est qu'au départ, rien n'est prévu. C'est qu'on part, on regarde... Au départ, on arrive en Inde sur ce festival et on se dit, bon, bah, on veut de la sagesse et du concret, en fait. Des gens qui font des actions concrètes et aussi de la sagesse, parce qu'on comprenait que ce monde, en fait, il n'a pas besoin de plus de croissance ou de plus de technologie, mais plus de bon sens, en fait, plus de sagesse. Donc on s'est dit, on mélange un peu sagesse et des gens qui font concrètement. Donc on commence le film et dans le festival, il y a cette famille américaine qu'on voit à la fin qui fait 3 tonnes de légumes bio dans son jardin avec les petites chèvres. Et en même temps, c'est un film avec un couple de Gandhiens qui parlait de l'autonomie et qui avait pareil une sagesse assez lumineux, en fait, c'était ça. Donc on est parti comme ça en disant, allez, on va les voir, on va voir le réalisateur à la fin. Et puis on part les rencontrer. Là, on se dit, il y a tout, en fait. On aurait pu s'arrêter là. En fait, au bout de la première interview, déjà, ils avaient parlé de l'autonomie, de la connaissance de soi, du développement durable, comment ils le voyaient. Et l'importance du local, en fait, agir localement, faire changer aussi certaines règles. Mais bon, voilà, il y avait tout ça dans un premier temps. Et puis après, on s'est dit, il faut creuser la piste Gandhi. Là, Vandana Shiva, on fait une première interview avec elle. C'est extraordinaire. Hein. Elle est une vraie guerrière ouais, de lumière. C'est la lionne qui met le petit coup de griffe à un moment. Des centaines de milliers de fermiers qui sont suicidés. Et à un moment, voilà, c'est la posture. En plus, marrant, elle s'appelle Vandana Shiva, mais c'est le côté... la protectrice en fait. Elle a eu un prix Nobel. Hein. Prix Nobel alternatif pour le Livelihood Award, c'est le prix Nobel alternatif sur d'autres modes de vie. Elle a montré qu'on pouvait avoir d'autres modes de vie. Et donc en gros le début du film c'est qu'on va voir Vandana Shiva et puis on lui dit on va faire un petit film on lui fait un peu de name dropping. On lui lâche 3-4 gros noms pour dire qu'il y aura du monde dans le docu. Puis elle s'en fout même je pense. Hein. Mais du coup elle nous dit bon vous voulez faire de la sagesse et du concret, venez dans ma ferme, il y a un séminaire sur Gandhi et la mondialisation. Et là il y a mes copains, le Premier ministre du Tibet, Satish Kumar, des universitaires. Et là, rien que ça. Banco en fait, parce que déjà pour essayer, avant on avait essayé de choper quelques petits bouddhistes, mais toi il y avait pas, ça marchait pas trop. C'était pas. Et là boum, on a tout pris d'un coup et il y avait vraiment, c'était des conférences, c'était une semaine, des gens du monde entier. Là on voit aussi cette unité, ce questionnement, cette schizophrénie dont on parle dans le film, qui est chez des Australiens, des Allemands. Il y avait des pays, il y a différents pays du monde et tout le monde avait ce même constat en fait. Le monde va mal, comment on peut contribuer différemment. Et là que des conférences et on mettait les mains dans la terre et on faisait de la poterie, on le voit à un moment. Et donc c'est le mélange de, on a des idées et dans le concret on le fait. En fait c'est l'idée de Gandhi de doing, enfin learning by doing. C'est en faisant qu'on apprend. Et ça a été aussi le début de cet enseignement très riche de Gandhi. Gandhi c'est 80 volumes d'économie. On les a pas tous lus, mais on a eu les gens qui ont résumé l'essence de cette pensée. Et Vandana Shiva, elle le dit, on l'a pas mis dans le film, on a 80 heures de rush, on a pu mettre qu'une heure et demie, mais elle te dit, il y a ces 3 trucs, c'est Swaraj, Swadeshi, Satyagrah. Donc le Swaraj, c'est l'autonomie, comment est-ce qu'on est autonome au niveau local. Le Swadeshi, c'est cette idée aussi du fait main, la dignité du producteur avant d'être consommateur, en fait, et le travail manuel. Et après, le Satyagrah, c'est je ne coopère pas avec ce qui n'est pas la vérité. Et dans ce cas-là, c'est ce que Gandhi avait fait avec l'histoire du sel ou de la laine. Donc voilà, c'est tout ça, on s'est pris tout ça dans la figure. On arrive, on était un peu novice, c'était un peu oui chez Gandhi. Et puis boum, là, il y avait vraiment, on s'est dit, le film, il est presque là, il y avait déjà tout. Et pourtant, on s'est dit, allez, on continue, on va faire d'autres interviews. Ce que j'aime beaucoup, c'est pratiquement vers le début, ou un tiers du film, et quand vraiment on ressent qu'on voit à quel point on est déconnecté dans notre société, et qu'on est des consommateurs, et qu'on achète ces produits qui sont emballés.
sous plastique et qu'on a complètement perdu le contact avec la terre, qu'on a complètement perdu cette connexion dans la production, dans la fabrication. Qu'est-ce que tu as découvert là? Parce que j'ai l'impression qu'en voyant le film que c'était un moment clé quand même pour toi. C'est un moment clé dans la mesure où tu es face à des gens qui, entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un alignement en fait. Donc ils sont de fait lumineux et déjà il y a une phrase qui peut t'éveiller tellement ces gens ils sont loin sur ce chemin-là et il reste que l'amour et la compassion. Satish Kumar, quand tu le vois à la fin, il fait une petite tape dans le dos. Là après, moi je sentais que il s'était passé. Il y a un avant, un après en fait. Il avait une réponse à toutes les dogmes, toutes les questions que j'avais avec du bon sens en fait. Bah oui en fait sur la croissance, sur la destruction de la planète, sur l'intériorité, sur même la méchanceté, sur la nature humaine. Puis, il en est devenu presque un mystique, lui, tellement il y a d'informations, il est connu. Le mec, il a marché toute sa vie sans argent, il était pèlerin, donc il a fait des écoles, il est prof en université, mais c'est des gens qui ont des parcours de vie où vraiment ils ont une expérience, et ils ne parlent pas de concepts intellectuels, ils parlent d'expérience, et ça touche, ça ouvre le cœur, parce que voilà, il partage, voilà, moi ce que j'ai retenu de la vie, de mon expérience, c'est ça en fait, et c'est ces clés qu'on a essayé de mettre bout à bout dans le film en fait. Cette déconnexion, hein, on le voit bien, tu l'as senti. La déconnexion pour eux, c'est même, enfin, il le dit, Satish Kumar, il dit le problème, c'est pas le global warming is not a problem. C'est-à-dire le réchauffement climatique, c'est pas le problème, mais c'est un symptôme du problème. Et le problème, c'est notre conscience et cette idée qu'on est séparé de la nature et qu'on est déconnecté de la nature, en fait. Et qu'à un moment, on est dans une vision, je pense, qui date aussi de la société industrielle et même un peu avant, très scientifique, de dire qu'il faut s'extraire de la nature est un endroit hostile et donc il faut s'en séparer. Et donc c'est tout ce délire-là dans lequel on est aujourd'hui, alors que, oui, il y a une nature hostile de temps en temps, mais globalement, ça fait 4 milliards d'années qu'il y a une vie qui s'organise et qu'il y a une forme de coopération qui existe et on est connecté de fait, ce que dit la science, ce que dit la physique quantique, ce qu'on découvre, c'est qu'on est un tout interdépendant, interconnecté. Et ça, c'est ce que la spiritualité indienne ou bouddhiste dit, et qu'aujourd'hui, si on ne revient pas à ça, pour eux, on ne peut rien résoudre des problèmes qu'on a créés. Ça passe par l'expérience quand même là, avec vos caméras et le fait de voyager, de filmer ça d'ailleurs comme comment on appelle ça? Road movie. Road movie, exactement. Ouais. Et ben, c'est ça, c'est que vous avez expérimenté tout ça, vous avez dû faire des magnifiques rencontres, essayer certains trucs. On vous voit faire le temazcal, que moi aussi j'avais rencontré au Mexique, hein, de rester sous cette bulle-là pendant des heures et de se libérer émotionnellement. Mais comment ça passe vraiment un moment par le lâcher-prise et l'expérience, non? Il faut mettre les mains dans la terre quand même. Il faut y aller, il faut essayer certaines choses tout en respectant aussi. Tu as probablement des conseils parce que tu as dû essayer et tester des choses qui n'allaient peut-être pas tout à fait, qui n'ont pas bien été. La déconnexion, elle est comment dire, pas industrialisée, mais de fait, en fait, tout est fait pour qu'on soit déconnecté de la nature, de notre nourriture, de ce qu'on achète, de la personne avec qui on échange. Enfin, c'est la société de consommation et telle qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est vrai que ça déconnecte et que l'idée, c'est de couper un certain nombre de solidarités qui existaient et de nous le revendre en fait. Et la nature, elle fait des choses gratuitement et ça énerve un peu les gens. Je pense que les oligarques très haut placés, là, il y a pas longtemps, j'ai vu un truc sur Facebook, c'était, je sais plus qui c'était David Rockefeller et Bill Gates, tous les deux, et puis ils regardent un coucher de soleil, et il y en a un qui dit c'est beau et l'autre il dit mais quand je pense que c'est gratuit, ça me fout la rage. Et je pense qu'il y a ce côté de la nature qui fait des choses gratuitement. Bref, donc j'ai petit aparté, mais pour dire qu'en fait, le point de départ, c'est si on est déconnecté de la nourriture déjà. Je pense que le premier conseil de Vandana Shiva, c'était comment on se reconnecte à la nature en sachant d'où vient la nourriture, par quel est produit, et de voir pousser la nature, de mettre les mains dans la terre. Déjà, ça provoque quelque chose. Ensuite, nous, c'était de faire les choses avec nos mains. Cette idée d'identité de consommateur par rapport au producteur. Et après, il y a toute cette partie de se reconnecter donc avec la terre. Après, il y a aussi à soi. Donc ça, c'est tout le travail intérieur. Nous, on a pu pratiquer de la méditation, du yoga, des huttes de sudation, enfin le chant. On a fait plein de choses qui en fait permettent justement de faire ce travail émotionnel, de se recentrer, de toucher la profondeur de l'humain et qui on est, de voir ses blessures, d'identifier la petite voix dans la tête qu'on n'est pas en fait et qu'il y a quelque chose qui observe la petite voix. Et déjà ça, c'est que tu rentres dans un autre espace en fait. Donc déjà que nous en Occident, on n'ait pas fait la différence entre ce qui est l'ego et de ce qui est qui a autre chose que l'ego. Comment ça fonctionne. Même l'ego c'est compliqué parce qu'il y a plein de définitions, mais on n'est pas la petite voix dans notre tête. Et déjà ça, que les pensées compulsives reviennent et qu'on peut les observer, donc on n'est pas ces pensées-là. Déjà ça ouvre une porte énorme pour quelque chose d'autre puisse rentrer. Et ça, c'est en Inde, au Guatemala, dans plein d'endroits. Maintenant, même en entreprise, là, il y a des méditations là-dessus. Et là, par contre, d'ailleurs, c'est par rapport à l'entreprise, c'est qu'on l'a fait avec des gens qui faisaient ces pratiques
avec une dimension spirituelle, pas juste efficacité, je médite pour être plus productif. Là, je pense qu'on est en train de vider de sa substance un certain nombre de pratiques qui sont liées à une connaissance de soi et qui ne sont pas juste des outils, en fait. Et donc, c'est ça qu'on a pu tester longtemps et de continuer à vivre, parce qu'une fois qu'on est rentré du film, le plus dur, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu as été en contact de ces gens lumineux qui te transmettent des choses. Et là où ils vivent, bah, ça fait du sens, mais toi, à Paris, dans le métro... C'était en décalage. Ah là, décalage, c'est une partie du film, c'est ce qu'on raconte aussi dans le film, c'est que c'est bien beau de partir, de voyager, de montrer qu'il y a une forme de simplicité dans d'autres cultures, mais après, comment tu vis avec ça? C'est bien que vous ayez mis ça dedans, ouais, parce que c'est exactement ce qu'on ressent à un moment quand on commence à explorer, quand on commence à expérimenter tout ça et qu'on va, on va loin dedans. Bah ouais, il y a la société aussi, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu l'expliques, mais comment tu as réussi à passer le cap? Bah, on perd un peu ses potes, quoi. On perd un peu ses potes. Des fois de la famille La aussi. famille, voilà, il y a un moment, il y a des bulles dans lesquelles on est, en fait, des cercles, et c'est souvent c'est ce qui est compliqué. Quand toi, tu as vécu autre chose, tu peux en parler, ça reste un concept mental, c'est pas une expérience, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc à un moment, au début, tu veux convaincre les gens, tu veux leur dire, mais si. Et puis à un moment, tu arrêtes, tu te rends compte que c'est toi essayer de vivre ça, avec la difficulté que ça provoque, d'essayer d'être en cohérence dans un monde qui n'est pas du tout, et qui n'a pas intégré certaines notions qui nous paraissent fondamentales, en fait. Et donc ça, c'est difficile, et la pratique spirituelle permet, enfin, spirituelle, ça devient un peu un gros mot, pas chez toi du coup, toi tu le dis, mais en tout cas une pratique contemplative ou méditative, de se dire il n'y a pas que la matière, et de se recentrer vers soi, d'aller dans la nature, de faire des choses avec les gens concrètement. J'ai des amis là, qui font des disco soupes, ils récupèrent les invendus, et puis après ils font une soupe gratuitement, ils partagent, il y a de la musique. Bon, pour moi là, on est dans de la convivialité, c'est cette dimension presque spirituelle, on fait ensemble en fait. Et c'est ça qu'on a essayé de multiplier, de continuer à faire le film. Donc on était nourris de toutes ces interviews parce que c'était vraiment, c'est un arbre qui cache une forêt. À chaque fois, on a pu l'écouter 50 fois, on n'entendait pas les mêmes choses. Et au fur et à mesure de l'expérience, la même phrase résonnait différemment en fait. Et c'est là où pour moi, il y a des gens qui sont inspirants dans le sens où ils te disent un truc, mais à un moment, ça résonne pas pareil parce que c'est une sorte de profondeur qui est dans ces discours-là. Et nous, on n'avait que ça, quoi, 80 heures de rush avec des mecs inspirés et inspirants. Et donc ça nous fait comme des petites mantras, à force de réécouter, de choisir à la minute qu'on allait garder, on les a réécoutés et ça nous a permis, je pense, de garder ce lien. Parce qu'il y a vraiment un super choix de personnes, hein. Tu peux nous dire quelques noms? J'ai même vu Frédéric Lenoir, hein. Il y a vraiment des gens qui sont super alignés et bravo pour ça parce que je sais à quel point c'est difficile pour avoir fait pas mal d'interviews. C'est de vraiment continuer jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail dans cet alignement et de se dire non, ça c'est le choix que je veux faire. Plutôt qu'une autre personne, c'est pas évident sur 80 de limiter ça, j'ose même pas imaginer. Moi ça va, les interviews, je te les enchaîne, elles peuvent faire 1 heure comme 5 minutes, hein. Mais de sélectionner, nous, faire le deuil. Bon, tu sais. Ah bah oui, Vandana Shiva, Pierre Rabhi, rien acheté. Je veux dire, tout est là, tout peut éveiller quoi. Et Satish Kumar, c'est ça. Donc à un moment, comment est-ce qu'on... Bonus de 79 heures. Ah bah ouais, mais on devrait. Là, c'est parce qu'on n'a pas le temps, mais on va mettre, je pense, les interviews. On a fait un petit bonus de 20 minutes sur la connaissance de soi avec Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins, on n'a pas pu mettre sa place alors qu'il a ramené beaucoup d'enseignements de différentes traditions. Vous n'avez pas pu mettre ça? Mais il fallait trouver une place qui est entre la chronologie de notre voyage et la progression des thèmes. En fait, c'est super compliqué de faire tenir ça. Là, il y a un vrai travail d'écriture quand tu n'écris pas avant de faire tenir ça. Il faut qu'ils le disent dans la minute où le rythme est bon. Et il le dit en 1 minute 30, boum, ça fait chuter la tension. Donc c'est vraiment un travail super minutieux avec Nathanaël, le travail de montage pour que le rythme tienne. C'est très compliqué, ça tient au rythme de ce que les gens disent. Donc quand tu as des gens comme Vandana Shiva qui font en 1 minute problème, solution, tac, tac, c'est rythmé, ça bouge avec les mains, bon là c'est du bonheur. Et il y en a d'autres en Amérique latine où c'est un peu différent et il y a des trucs, lui on voulait le mettre mais tu le dis en trop longtemps, désolé, tu sors. Et donc c'est pour ça que les bonus, on est content. Parce que l'idée c'est de garder l'attention, parce qu'on fait un film d'1 heure et demie qui parle d'écologie, de science, d'intériorité, il y a des concepts politiques, d'économie, voilà, comment on fait tenir tout ça et que ça soit regardable, digeste. Donc ça c'était un peu la difficulté du film. Et donc on a sélectionné, je sais pas, il doit y avoir une douzaine, mais il y a des économistes comme Tim Jackson qui ont écrit des super livres sur la prospérité sans la croissance, d'autres personnes en Inde qu'on n'a pas pu mettre, on avait des trucs du Barefoot College qui sont assez extraordinaires, mais pareil, ça rentrait pas, il fallait que l'Inde ça dure pas trop longtemps. Donc ça a été un vrai deuil, c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à le faire. Il fallait qu'on soit d'accord avec Nathanaël, parce qu'on est deux producteurs entre guillemets. Ça teste une amitié. Ah bah là, c'est pour ça qu'on s'aime, on sait que ça marche quoi, parce que on est passé par des trucs de savoir comment est-ce qu'on est alignés tous les deux avec le message qu'on veut faire passer, les interviews, moi j'aime celle-là, lui il aime celle-là, et bizarrement c'est pas trop pris la tête là-dessus en fait, sur d'autres trucs, mais sur le choix des interviews, voilà. Et ça c'était un long travail et on a fait beaucoup, on a travaillé.
Après, on a travaillé avec d'autres monteurs. Après, on a nous rebossé dessus. Et ça a été un travail d'aller-retour sur 2-3 ans. Et des fois, pendant 6 mois, ils faisaient autre chose. Moi aussi, on laissait le truc, ça revenait. Et à un moment, on s'est dit, c'est le moment en fait. On l'a montré à la télé, il a mis 8 mois à nous répondre que finalement, non, il ne savait pas trop où le mettre. Et après, du coup, on a décidé de le faire nous-mêmes et ça nous semblait juste en fait. On était parti comme ça sur une intention. On a demandé à Internet, quand on a dit voilà, on a fait faire ce film, on a besoin de vous. On a demandé 12 000 euros, on a largement eu ce dont on avait besoin, même beaucoup plus. Donc, 40 000. Hein. on a eu voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, on l'a montré dans un festival. Et là, les gens, ils sont applaudis, ils sont levés. On s'est dit ah merde, il y a peut-être un potentiel ciné en fait. Nous, on savait que c'était puissant parce que ça nous avait transformés. Et on avait réussi à le faire passer. Donc après, on a refait un peu de montage. On a mis un petit questionnaire sous les sièges des gens. Il y avait 500 personnes, un festival atmosphère là. Et du coup, on a vu voilà, le rythme, ce qui allait pas, les thèmes. Et donc, on a retravaillé. Ah oui. Ah ouais. Ah, c'est bon ça. Ah ben on a demandé, c'est collaboratif du début à la fin. Bien, très bien. Tout seul, il y a une phrase qui dit tout seul on va On est vite. dans le collaboratif. Ah là, on est dans le collaboratif. Déjà, le film, je veux dire, c'est collaboratif. La manière dont, nous, on pense que ça s'est fait à travers nous que juste nous déjà. Donc on peut pas s'attribuer grand-chose. Il y a un moment, c'était un des chamans qui disait ça, genre vous avez levé la main, prenez pas ça pour vous, il y a besoin de support. Là, en ce moment, c'est un peu le bordel. Donc tous ceux qui veulent un peu bosser pour que l'information qui permet d'évoluer sorte, voilà, il y a du support. Et nous, c'est vrai qu'on l'a pas écrit ce film, ça c'est vraiment co-construit. On n'a pas voyagé si longtemps que ça. En tout, c'est peut-être 6 mois de voyage. Et juste, voilà, ça venait au bon moment. On était à la caméra. Oui, bonjour, vous avez un truc à dire, on vous interroge. Les gens venaient donc de ce crowdfunding. Et ouais. Principalement et de vos économies aussi. Ouais, mais en plus, c'est pas grand-chose, parce qu'un film, il y a quelques billets d'avion pour aller en Inde, au Guatemala et au Mexique, et à New York. Et sinon, après, tout le reste, voilà, c'était... en Inde, ça coûte pas cher, le Guatemala non plus. Donc, c'est pas un énorme budget. Là, le budget, on voudrait le faire aujourd'hui, ça coûterait 200 000 euros, tu vois, qu'on a vu la télé, me dit un film comme ça, c'est 200 000. Et nous, voilà, ça, avec 10-15 000 euros, où on a dû faire ça. Après, c'est que du bénévolat et on a fait que ça. On s'est mis dans une forme de précarité et de sobriété, du coup, pendant toujours d'ailleurs. Mais pour que ça naisse, et donc on met nos tripes dedans. Si tu fais ça comme un salarié, c'est pas pareil. Là, tu as mis tellement de choses en risque, en fait, que tu es obligé de le mettre ton cœur dedans. Et donc, c'est ça qui touche, je pense, à la fin. C'est qu'on l'a fait en disant... L'âme. Voilà. C'est l'âme est là. On a essayé de mettre un petit supplément d'âme qu'il n'y a pas forcément dans d'autres boîtes de prod. Parce que c'est un système économique. Du coup, nous, on a dit, on l'offre, c'est notre petit cadeau. On a reçu, il y a une responsabilité de le retranscrire et le plus proche possible de comme ça s'est passé. Donc si les gens veulent le voir en salle, ce qui est toujours génial, c'est beaucoup, il y a un site, tu as le site, etc. Enquête de sens. Alors voilà, c'est enquêtedesens-lefilm.com. Et il y a toute la liste et tout ça. Et sinon, on peut le downloader, regarder sur Internet. Encore, on va le faire. Mais on s'est dit que la salle, ça crée un truc, en fait. Quand ils sont 250 ou 500 à faire cette expérience-là, il se passe quelque chose. On est en train de dire que c'est la force de la communauté et qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas des individus construits comme des consommateurs, mais on est de fait des communautés, en fait. Et donc là, ça se crée en fait. Et derrière, les gens, ils nous disent après, voilà, ça nous donne envie de nous retrousser les manches. Ça nous donne envie, voilà, d'aller explorer aussi ces dimensions intérieures qu'on a un peu mis sous le tapis en France. On est très cartésien et on ne sait pas gérer nos émotions et on s'arrête à tout ce qui est visible, alors qu'il y a une dimension qui est là et qui est aussi dans nos traditions à nous. Ça bouge. Attends, on va mettre un bémol parce que là, ça bouge. C'est quand on est parti, c'était là ça bouge, c'est complètement hallucinant. Enfin, nous on est avec des PDG, des chefs d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise, des financiers qui étaient là la dernière fois avec Attaque. Enfin, il y a tout un tissu associatif. Nous, ce qu'on a fait pour revenir sur la distrib, c'est que on s'est dit on avait vu d'abord un distributeur avec qui on aurait pu travailler, mais le côté collaboratif, gratuit, ça leur faisait un peu peur à un moment. Et nous, on voulait être libre à ce niveau-là et on sentait qu'il fallait être bien aligné avec ça pour que ça fonctionne. Et donc, on s'est dit on l'auto-distribue. Et donc, on a été obligé de compter. On a eu d'autres supports, des gens qui nous ont aidés. Et du coup, on a dit aux gens, voilà, si vous voulez organiser ce film-là, une projection, voilà, faites-le. Nous, on se déplace, on vient chez vous. Donc, c'est les coproducteurs qui avaient produit qui ont commencé à rameuter autour. Et après, il y a eu un bouche à oreille qui a bien pris. Moi, je travaille maintenant aussi avec le mouvement Colibri. Et donc, il y avait aussi cette idée le mouvement est inspiré de Pierre Rabhi, qui parle de faire sa part. C'est-à-dire c'est à chacun de faire sa part, pas forcément attendre que ça vienne non, mais là où on est, on peut faire quelque chose. Et il y avait donc plusieurs révolutions sur comment est-ce qu'on peut révolutionner l'alimentation, la santé, l'énergie. Il y en a un, c'est la révolution intérieure. Et donc nous, on est avec Nathanaël, on leur a présenté le film comme ça. Ils se sont dit, attendez, mais nous, on cherche ce genre de choses, on veut diffuser. C'est cette vision-là qu'on veut partager. Donc voilà, on peut aussi s'associer. Donc on a mis en place ce partenariat-là. Et là, du coup, c'est les groupes locaux, donc les gens qui se sentent petits colibris, du coup, qui organisent des projections
réflexion. Et donc après, ça prend. Après, il y a d'autres gens comme les Incroyables Comestibles qui font la nourriture à partager gratuitement. Enfin, des J'aime entreprendre, tu vois, c'est une association en Belgique qui nous a aussi fait ça. Et en fait, plein d'associations viennent nous voir et nous disent ah ben nous aussi, on a des réseaux, on veut faire des débats. Les gens, ils ont envie de parler. Ils sentent que là, le système, il va dans le mur. Il y a pas de débat vraiment démocratique. Donc, tout ce qui permet d'ouvrir un peu, de rassembler les gens et de dire bon, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. Bon ben voilà, c'est le moment, c'est l'heure quoi. C'est la phrase de Victor Hugo dans le film qui dit rien n'arrête une idée dont l'heure est venue. Et là c'est le moment, donc voilà, on est sur cette vague en ce moment et on a bien fait finalement. On voulait le sortir il y a 3-4 ans, on avait toutes les infos, on aurait pu le sortir et c'était pas le moment. On serait fait plaisir entre nous, mais en fait là maintenant c'est vraiment la quête de sens, c'est-à-dire tout le monde est dedans, plus plus ce système devient destructeur, plus les gens s'interrogent sur leur place, leur contribution. Et donc voilà, nous en plus on donne pas de réponse, hein. Les gens ils pensent qu'à la fin ils vont avoir des réponses, en fait on pose des questions, mais c'est ça aussi qui est le début de ce cheminement, c'est de se poser les bonnes questions. Dernier petit truc, parce que qui est pas des moindres, mais il y a quand même pas mal de personnes, ça secoue, le cocotier, comme diraient certains, est en train de secouer en ce moment. Et il semble, quand on n'est pas vraiment aligné avec des choses de sa vie, bah, la vie, plus la lumière augmente, hein, il y a aussi cette part d'ombre qui vient, il y a des choses à régler. Comment tu gères la situation? Comment tu fais? Quel est ton conseil pour les personnes, d'autres co-créateurs, mais moi-même qui traversons des choses comme ça en ce moment? Alors, docteur de la Ménardière. Non, au contraire, nous on n'aime pas donner. Mais toi, dans ton expérience. Conseil parce que justement on se dit que déjà on est. Mais de ta life. Ok, my life. Alors on peut parler au jeu parce que nous c'est le début et enfin voilà, chaque expérience est différente. Moi je sais que de se nourrir déjà de ces paroles, enfin qui sont dans le film, de ces interviews, de ces gens inspirés qui sont exemplaires, c'est important, et de plus regarder la télé, enfin au moins de choisir vraiment ce qu'on regarde, parce que c'est toxique en fait. Il y a une toxicité de ce qu'on regarde à la télé, des images qui sont envoyées, de la publicité, il y a ça, donc de se couper un peu. Comme tu dis dans le film, c'est des gens qui choisissent ça. Oui, tout à fait, l'oligarchie, on va avoir des problèmes, mais il faut la nommer. Mais sinon, le truc, c'était plus de se dire, qu'est-ce qu'on met dans notre corps en termes de nourriture? Je pense que la nourriture, c'est vraiment important, ce qu'on mange, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, les relations qu'on a avec les gens, les relations. Il y a des gens, c'est aussi toxique, donc de qui on s'entoure, en fait, parce que c'est aussi ça qui est aussi destructeur. Et après, de faire ses pratiques. Et pour moi, ce que je vois même la limite... Vivre cette intégrité, cette vulnérabilité, être vrai avec soi-même et faire les démarches Se rendre compte quand on n'est pas intègre et que justement l'ego spirituel, ça revient vite. Hein. Ah ouais, ça, c'est le petit piège. Et c'est pas parce qu'on parle et qu'on traite de ces sujets-là qu'on est impeccable aussi. C'est tout ce travail-là qui est important. Les bons baromètres, c'est les proches. Hein. On voit tout de suite si jamais on se la raconte ou pas. Là, c'est important d'aller dans sa famille, voir comment ça se passe avec sa copine. C'est ça qui permet de voir s'il y a un petit décalage ou pas. Mais c'est surtout... Mais il y a aussi la partie aussi des proches qui a peur, et quand ils voient eux le changement en toi, ils peuvent aussi dire des choses qui ne sont pas forcément... Après, c'est à toi de voir aussi comment tu le ressens. Donc ça, c'est encore un gros sujet. Mais c'est le gros sujet, c'est sur les projections des uns, et en fait, et comment est-ce qu'on arrive à exprimer ces nouvelles valeurs, qui on est, qui on veut, enfin voilà, et dans des cercles où ces valeurs-là n'existent pas forcément, enfin où on n'est pas compris. Et donc il y a Jacques Généreux qui parle de ça, il dit il y a les liens qui libèrent et les liens qui aliènent, et donc à un moment c'est bien d'aller dans des cercles où ces nouvelles idées peuvent s'exprimer pour revenir dans les autres. Ça ne veut pas dire couper des liens avec les autres, mais de pouvoir grandir, s'épanouir sur ces sujets-là, et après faire des passerelles entre les deux en fait. Et souvent quand nous on est épanoui et qu'on reste aligné avec ça, les gens, ça les questionne en fait, de voir des gens qui sont plus heureux différemment, ça questionne forcément, et c'est mieux que d'essayer de les convaincre, mais ça prend du temps. Et c'est tout ce travail-là. Et pour revenir sur la question que tu disais, c'est que pour moi, et je vois le risque qu'il y a beaucoup avec tout le New Age, la spiritualité, la marchande qui est en ce moment, c'est de croire que parce qu'on lit ces livres-là, ça suffit. Et je pense que même les pratiques, il y a une dimension spirituelle qui est importante, de faire grandir un peu son âme, je dirais, et en même temps son esprit, le côté psy, en fait, je pense qu'il est important de changer aussi le logiciel, sinon on se perd dans les trucs, les chakras, tout ça, c'est bien, mais il y a un moment, il y a aussi comment fonctionne le logiciel, et ça, c'est besoin d'être accompagné. Et puis après, il y a la pratique corporelle, qui fait que là, voilà, là, si on fait et le corporel et le psy et le côté âme ou spirituel, là, il y a plus de chances que ça dure. Sinon, ça peut être aussi une voie de garage. J'ai aussi beaucoup de gens sur le chemin qui se perdent là-dessus en pensant, voilà. Donc c'est tout ça. Nous, on est un peu jeunes pour parler de ces trucs-là, mais on le vit depuis 3-4 ans. On est sorti du temps régulier avec ce film, donc on a cassé l'enveloppe du temps classique pour vivre autrement et pour être plus disponible. Et donc c'est vrai qu'on a eu le temps de pratiquer pas mal de trucs. Donc c'est aussi une responsabilité de le partager sans dire c'est la vérité, mais de notre expérience avec Nathanaël, parce qu'on a fait aussi pas mal de choses, on voit qu'il y a quand même, on va vers plus de joie aussi, et c'est ça que les gens ils cherchent au fond. Donc c'est comment trouver ces bonnes pratiques pour aller vers la joie.
Clairement, tu dois te sentir plus heureux qu'il y a quelques années, là, non? Ben, je kiffais bien, mais c'est pas pareil. Je pense que c'est des niveaux de conscience qui changent. C'est que maintenant, je pourrais plus être heureux avec ce que j'ai compris en faisant ça. Mais avant où j'étais content. Ça se passait bien. Je kiffais, je ce que je disais au début. Mais après, quand tu comprends cette idée d'interdépendance, que tu peux nourrir ton âme avant de chercher à nourrir juste ton corps ou par des plaisirs, en fait, et qu'il y a une autre dimension et que cette dimension-là, tu la fais rentrer dans ton existence, c'est clair que le revenir à l'ancienne vie, je me ferai un cancer. On Merci. peut pas finir sur cancer, c'est pas bon. Merci Marc, petit mot de la fin, ça vient. Un autre petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? Une autre question, non Non, un petit mot, un dernier, quelque chose qui vraiment te tient à cœur de nous dire aujourd'hui, parce que ma foi, grâce à Internet, c'est diffusé à travers le monde et ça part aux quatre coins, donc tell us. Bah, c'est clair, on est à Paris et que là, on s'invite chez les gens dans leur salon et on va leur dire tout ça. Non, c'est la beauté aussi de la technologie. C'est cette question, est-ce que la technologie, elle nous sert ou elle nous a servi? Et que là, il y a moyen d'en faire quelque chose pour se reconnecter. Il y a toute la technologie qu'il faut pour construire autre chose. Mais ce qu'il faut, c'est la conscience qui s'élève pour utiliser cette technologie dans le sens de la communauté, du bon, du bien, du beau et de la solidarité. Et donc, pour résoudre les crises écologiques et sociales et qu'il y a en ce moment, en fait, c'est vraiment cette idée d'utiliser aussi cette technologie, ces réseaux pour faire advenir d'autres informations que les trucs anxiogènes qui sont en ce moment clivants, qui nous mettent dans de la peur et qui font on est les uns contre les autres, alors que ce qui nous unit, c'est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Et c'est nous la conclusion du film, c'est qu'il y a une sagesse universelle et à laquelle il faut aussi se connecter pour passer sur changer un peu d'espèce. Est-ce qu'on évolue en tant qu'humain ou on reste simplement des consommateurs? Merci beaucoup pour cette délicieuse interview. Et si vous n'avez pas vu le TEDx, c'est un TEDx, hein, c'est ça Tu l'avais fait où, dans quelle ville? C'était à Lille. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir, c'est sur YouTube, tout ça. Il y a plein d'autres vidéos que tu as sur YouTube. Merci Marc. Eh ben de rien, merci Lilou. Mes délicieux co-créateurs, allez voir ce film. Je vous embrasse très très fort en quête de sens. On l'est tous, j'adore. Gros bisous, au revoir.